Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo. Et bien cette semaine, on va s'intéresser aux jeux vidéo français. Et oui, y aura-t-il un nouveau Clair Obscur Expédition 33 en 2026 pour nous surprendre? On a quand même déjà des jeux très attendus. Et pour en parler, eh bien, je reçois Alex Le Retour. Comment ça va, Alex? Ça va, merci de m'inviter. Rédacteur en chef de Gamecult. Exactement. Toujours au taquet. Toujours. L'année démarre fort. Ouais, elle démarre bien. Hein. On a de quoi faire en ce début d'année, on va en parler. Dès le mois de janvier, là. Et il n'y a pas de repos pour les braves. Et un autre brave avec toi, le sieur Adibou. Comment ça va, Adibou? Bah ça va très bien, très content d'être là, merci pour l'invite. Et je connaissais pas Alex, donc ravi de te rencontrer. De même. Je scrute les news, je vais souvent sur Gamecult, justement, donc ravi de voir celui qui est derrière la plume, derrière le clavier. Et voilà, c'est aussi ça, Multijoueur, une émission de rencontre. On a changé. Après les Automé Games la semaine dernière, on fait aussi agence de rencontre. Adibou, qui va pouvoir vous parler d'un sujet qui lui est cher, les cartes à collectionner. Je vais lui donner l'autorisation. Oh, merci Mélinda, merci. Sans cesse, il m'en parle. Et là, il va pouvoir vous expliquer le rapport avec le jeu vidéo. Et c'est vrai que, voilà, je me moque toujours de lui, mais il y en a un assez évident et vous allez le voir de plus en plus évident. Ça fait partie des news qu'on va traiter dans la partie L'actu à chaud. C'est parti. Je le maintiens sous pression, donc on fera les cartes après. On va commencer Elle m'a eu. par les jeux français. En 2026, il y a énormément de jeux qui sont attendus. Évidemment, on rêve tous de revoir un succès comme celui de Clair Obscur Expédition 33 l'an dernier. Effet de surprise, Alex, toi qui es comme moi a parcouru ce qui nous attendait à peu près dans ce qu'on connaît déjà des jeux, est-ce qu'on va avoir notre Clair Obscur 2026? Honnêtement, je pense pas. Tu peux pas en fait t'attendre à ce qu'il y ait un tel engouement planétaire en fait d'une telle ampleur chaque année. C'est pas. Tu veux dire qu'on n'est pas assez possible. fort pour ça? Aïe 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 Peut-être. aïe aïe Non, aïe. mais Non, l'effet de surprise. Non, mais je le taquine. il y avait mais... quand même quelque chose chez Expédition 33 qui était assez exceptionnel parce que au-delà en fait du jeu, il y a tout un phénomène en fait autour de la musique. Il y a un alignement des planètes absolument C'est ça. parfait Et puis, sur ce jeu. C'était porté aussi par un casting de gens qui étaient quand même relativement connus à leur échelle, Charlie Cox, Andy Serkis. Je pense pas qu'il y ait un jeu français qui ait en fait l'ambition et les moyens de ses ambitions en fait pour faire quelque chose d'une telle ampleur cette année et atteindre les sommets stratosphériques qu'Expédition 33 a atteint. Adi, t'es d'accord? Ouais, malheureusement, heureusement, je ne sais pas trop me placer, mais il y a trop d'étoiles qui se sont alignées. Il y a un storytelling en plus de ça, tu l'as mentionné aussi, par rapport aux équipes, par rapport nous on vient, d'où, comment, pourquoi. On n'est pas un gros blockbuster, mais on te fait un truc de fou. Donc ouais, c'est trop compliqué de faire un back-to-back, ça pourrait arriver. On a zioté la liste, et bon, apparemment... Il y a quelques petites perles qui Il y a s'annoncent. des pépites, mais du niveau de l'acabit de Clair Obscur, qui en plus avait un jeu qui était quand même assez chouette et innovant sur certains points. Il y a l'innovation, mais je ne sais pas si ça va porter aussi haut que Clair Obscur. Après, pour mémoire, il y a un an, on n'était pas nombreux à avoir regardé le jeu de près, à avoir misé un petit peu dessus, sans imaginer le niveau que ça allait prendre et la proportion. Après, il a eu une chance aussi, pas de GTA 6, pas de grosse caravane face à lui non plus, et un jeu qui arrivait à contre-courant. Peut-être dans notre liste, vous allez en trouver qui auront ce pouvoir-là. On va commencer par un jeu qu'on a testé, qui vient tout juste de sortir, qui est Mio Memories in Orbit. On en avait déjà parlé dans Multijoueur. On avait rencontré Sarah Ourcade, la réalisatrice du jeu et fondatrice du studio 12 dixième. Pour en parler, est-ce que tu peux nous expliquer, Alex, ce qu'est Mio? Pitch-nous ça, Mio, pour donner Alors, envie aux gens. Mio, c'est un Metroidvania, donc un jeu d'exploration graduelle où plus tu débloques des améliorations de déplacement, le double saut, le grappin, etc., tu vas pouvoir atteindre des nouvelles zones. Et tu incarnes donc Mio, un petit robot qui est dans un vaisseau colonisateur dans lequel vivaient des humains à une époque, mais ils ne sont plus là au moment où l'histoire commence. Et tu décides de continuer ta mission qui était d'amener le vaisseau à bon port vers une planète colonisable, même s'il n'y a plus aucun humain, parce que tu es un robot et c'est difficile d'aller à l'encontre de ton programme. Et il y a globalement que des robots, des petits robots Exactement. face à toi. On a pu mettre la main dessus. Adi, je ne sais pas si toi tu as pu y jouer. J'ai pas pu y jouer, mais j'ai effectivement suivi de ça de près il y a 2 jours et j'ai été bluffé par la DA. Enfin, graphiquement, je trouve qu'il est, mais waouh, la claque que c'est une folie. Hein. Ça, trop Visuellement, c'est un petit bijou. Alors on sent que derrière, il y a des gens qui viennent de l'animation, ça se sent. La musique est disponible en streaming un peu partout. Je vous encourage aussi
à aller l'écouter. Moi, j'ai beaucoup aimé les différents environnements. Alors, au-delà d'être beau, c'est aussi agréable à jouer avec des petites mécaniques. Comme tu disais, Alex, il y a des aptitudes à débloquer. Euh, c'est dur sans être dur. C'est quoi? Alors, nous, on Ça nous avait va. annoncé une vingtaine d'heures. On est plutôt autour de 12-15, là, Ouais, tu m'as moi, dit, toi. 12-15 environ. Après, je pense que ça dépend aussi de ton niveau sur ce genre de jeu. De toute façon, les Metroidvania, de manière générale, surtout modernes, sont relativement difficiles, parce que quand tu prends Silksong, qui a fait couler beaucoup d'encre justement pour ça, ou même des jeux plus confidentiels, mais tout aussi excellents comme Nine Souls, qui est un jeu extrêmement difficile Moi, je ne aussi. fais que vous recommander Ori, qui pour moi reste une Ouais. Ouais. perle absolue. Mhm. Mais oui, je trouve que la difficulté de Mio est dans les clous de ce qui se fait de toute manière dans le genre à cette période, donc c'est pas choquant. Un petit jeu à 20 €, je voulais quand même vous le rappeler, qui est à moins de 20 €, Oh, ça et qui est un petit peu va. aujourd'hui, en plus, au moment du lancement, un peu en moins cher. Franchement, allez tester Mio. C'est vraiment très, très mignon. Ça se joue bien, c'est agréable. Même si vous n'êtes pas des férus de Metroidvania, ça vaut le coup. Je pense que ça peut être une très jolie surprise. Il y a un autre jeu qui arrive la semaine prochaine, on vous en parlera plus longuement dans un autre numéro, qui est Kern de The Game Bakers. C'est pareil, c'est un jeu dont on vous avait beaucoup parlé. On avait fait la présentation avec Emric de The Game Bakers au moment du Summer Game Fest l'année dernière, 2024. Pas, enfin, avant Ouais, dernier. enfin, Il faut que je passe à l'avant-d'avant. 2026. C'est un jeu d'escalade et d'introspection, mais alors on n'est pas sur le modèle de Jusant, Oui. qu'on avait beaucoup aimé aussi. Là, c'est Ava. Est-ce qu'on dit Ava ou Ava? Je ne sais, j'arrive jamais à savoir. Qui part faire l'ascension du mont Kami. Donc, c'est vraiment un jeu d'escalade pur, voilà, où elle doit choisir sa route, grimper, mais il y a aussi toute une histoire un peu derrière de comprendre la montagne, comprendre les gens, les expéditions qui sont passées là avant. C'est très très beau. Il y a une démo qui est dispo, que je vous encourage à aller faire aussi. Vous avez regardé ça? Malibu, t'as regardé toi? Ouais, j'ai regardé effectivement encore une fois. Malheureusement, c'est pas les jeux auxquels je joue, mais tu es obligé de regarder parce que ne serait-ce que graphiquement, et puis pour le type de jeu que c'est, hein, enfin des jeux d'escalade, voilà, par Jusant et lui, il n'y en a pas des masses non plus. En plus, c'est français. Mais il y a une DA, il y a une patte, il y a quelque chose qui se trame. Et pour le coup, c'est cool d'avoir, comme d'hab, ces jeux avec autre chose que du simple gameplay, ce qu'on pourrait appeler des jeux de streamer, dans l'idée. Ouais. Tu fais ça et basta. Toute une compréhension, c'est très très chouette. Je me pose des questions sur la maniabilité parce que j'ai cru voir que tu commandais tout un peu. Ah, tu choisis toute ta Voilà, route, tu de choisis où manière tu mets indépendante. tes... Ah oui, oui, non, J'ai c'est... très peur du niveau de difficulté, mais à côté de ça, ça peut être une très chouette expérience, hein. Et puis, encore une fois, genre, visuellement, c'est unique, c'est atypique. C'est le studio qui avait fait Fury et Haven, pour ceux qui... Ok. Moi, j'avais beaucoup aimé Haven, aussi, cette histoire de couple très science-fiction. Alex, Kern, oui, non? Moi, oui, tout à fait. Au fait, je trouve ça même beaucoup plus intéressant que Jusant, parce que Jusant, c'était un peu le côté facile de l'escalade. Il y avait pas vraiment de prise Il de n'y a pas risque. de danger. Là, Voilà. là, on peut mourir. Quand tu tombais, en fait, tu tombais jamais vraiment très loin. Là, il y a tout un aspect survie et de gestion de tes objets avec les piolets. Et tu en as un nombre limité quand même. Donc, pour progresser, il y a quand même un peu plus de réflexion à avoir que tu pouvais en avoir dans Jusant. C'est vrai que c'est... Et pareil, alors on est sur un jeu qui est à 30 €, hein, annoncé à 30 €. On est sur des jeux qui sont pas C'est très, tout très doux, hein. chers. Moi, je trouve que c'est des jeux qui ont des vraies personnalités déjà, dans ce qu'ils dégagent visuellement. Donc, je suis toujours... Et qui ont déjà fait leur preuve en démo, parce que Mm. tu disais que. La démo a 99% d'avis favorables quand même, la démo. C'est pas mal. C'est pas sur Steam, c'est pas négligeable. Même la démo de Mio avait fait son Mio petit aussi. effet aussi. Oui, donc, c'est vrai que j'ai oublié de dire que je crois qu'il y a mieux aussi. La démo est toujours disponible, ouais, je crois, ouais. malgré la sortie du jeu. Un autre jeu, alors que moi j'attends, parce que j'aime beaucoup sa promesse et j'attends de voir, c'est Tides of Tomorrow, qu'on doit à DigixArt, le studio de Yohan Faniz, qui nous avait fait aussi Road 96 et ce jeu sur la Seconde Guerre mondiale, là, 11 Memories of... Memories Retold. oui, voilà, merci, Memories Retold. Alors, Tides of Tomorrow, c'est une drôle de proposition. On est sur un jeu solo, collaboratif, coopératif, mais aussi les uns contre les autres. Dit comme ça, j'ai mis un peu le boxon. Il y a tout dedans. Alors, ça se Voilà. passe dans un monde post-apocalyptique, comme on l'a vu sur les images, pour ceux qui regardent, qui ont l'image, qui est inondé, qui est ravagé. Et donc, il y a une mystérieuse maladie qui a touché tout le monde. Il faut évidemment comprendre ce qui se passe et remettre le monde un peu d'équerre et sauver un peu la faune, les choses comme ça. Mais évidemment, vous avez des marcheurs contre vous qui veulent vous empêcher de réussir votre mission.
c'est un jeu dont les choix vont impacter votre histoire, évidemment, mais aussi celle des autres, parce que vous avez les échos et les traces des autres joueurs en même temps. Ça, je vous parle de la proposition, parce qu'on Ok. n'a pas mis la main dessus vraiment encore. J'attends de voir ce jeu solo versus le reste du monde, parce que j'aime beaucoup la proposition. Est-ce que ça peut marcher? Moi, je l'avais essayé à la Gamescom Ah, alors et vas-y. je trouve que sur le papier, ça marche super bien. Alors bien évidemment, quand c'est, dans le cadre d'une Gamescom, c'est toujours quelque chose de très Oui, il y avait la calibré. Paris Games Week aussi, il y avait une démo qui Oui, était oui, très exactement, orientée. sur le côté Made in France. Et sur le papier, je trouve le concept génial, vraiment le principe de pouvoir aider le joueur qui passera après toi en laissant des ressources dans un casier, ou alors au contraire lui rendre la vie plus difficile Mm. parce que tu t'es fait repérer ou que tu as tué des ennemis et que du coup, là, ça va mettre toute l'île en alerte et la personne qui passera après toi, ben, du coup, aura une île qui est beaucoup plus sécurisée et avec beaucoup plus de soldats que s'il l'avait pas s'il était passé par un autre joueur. Je trouve que la promesse est hyper intéressante. Est-ce que ça va fonctionner sur le long terme pour toute l'aventure? C'est vraiment la question que je me pose. Mais moi, sur le papier, je trouve que le concept est vraiment, vraiment très intéressant et je suis extrêmement curieux de voir ce que ça va donner. Ouais, j'attends aussi de voir ça. C'est pareil, on a un autre style visuel Ouais, encore. totalement. On est très bon en France quand même Ouais. là-dessus. Ça te tente, toi, ce Bah, jeu? Mais est-ce que je te l'ai pitché là? Je t'ai vraiment donné envie ou en pas? fait, tu vois, quand tu as balancé le nom de jeu, j'étais en mode, putain, ça me dit rien. J'ai vu les images, je fais, ah, mais c'est lui! Ah, mais oui, je vois totalement ce que c'est. Donc, ouais, ça donne envie. En plus, Alex, là, l'a bien vendu. De Mieux la que moi, c'est propale ça que qui tu es en va un train de peu dire. plus loin. Écoute, Mélinda, on va Merci. rester amis, donc je vais éluder cette question. Mais ouais, non, pour le coup, c'est vrai que la propale, le fait d'y avoir joué aussi, fait la diff. Moi, j'ai juste vu le trailer et je trouvais ça assez intéressant. Donc, ouais, très, très curieux de voir ce que c'est. Et puis, en plus, encore une fois, il y a une DA, il y a quelque chose d'un peu différent. Donc, ouais, je suis très, très, très curieux. On va passer dans un autre jeu qui va parler à beaucoup de gens, Battlestar Galactica. Ah, ouh. Et là, il y a plein de gens qui me disent: ah, mais oui, je me souviens de la série. Eh bien, figurez-vous qu'il y a un jeu qui arrive qui s'appelle Scattered Oops, je vais y arriver. C'est Altshift Studio, encore un studio montpelliérain, ça nous manquait des studios montpelliérains. C'est édité par Dotemu. On a pu en avoir un aperçu. C'est un roguelite narratif et tactique, vraiment dans l'esprit de la série. Est-ce que vous aviez pu jeter un œil à cette annonce qui avait été faite Moi, j'y ai joué, au mois de juin? chez On y avait joué un Dotemu peu en chez août. Dotemu. Ouais. Et c'était très sympa. Alors que je tiens à préciser que je n'ai jamais vu Battlestar Galactica. J'y ai joué en fait sans ne rien Sans savoir de la référence à la série. série. Et Ah, en fait, on avait le droit à un petit pitch quand même pour nous expliquer en fait un peu les bases de la série. Et malgré ça, tu vois, j'ai été très accroché par le jeu. J'ai trouvé ça très intéressant. Alors que j'ai aucun affect particulier pour la série. Je trouve que ça fonctionne extrêmement bien. voilà, c'est l'esprit de la série version 2004. On commande pas le Galactica. C'est pas l'histoire d'aller. Mais il y a tout cet esprit de diriger une flotte, d'être quelqu'un aux commandes, de devoir gérer son équipage aussi, donc les choix moraux des équipages. On va essayer de mettre tout le monde les uns contre les autres, gérer aussi les égos, gérer des choses comme ça. Moi, c'est ça que je trouve rigolo, en fait, dedans. Alors, pour ceux qui connaissent la série, on est sur quelque chose inspiré de la traque des Cylons. Donc, c'est des infiltrés qui veulent aussi encore s'infiltrer là. Donc, vous avez plein de choses à gérer. Et c'est des espèces de, ce qu'ils nous ont expliqué, de pas micro-parties, mais en gros, de micro-combats. Il faut tout Ok. s'organiser. Il y a un combat. Hop, si vous mourrez, vous mourrez avec l'expérience précédente. Mm. Et vous repartez au combat en connaissance des choses. Ok. Voilà, narration procédurale et tout. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant à voir. Ils ont dit que c'était un jeu, quand on leur avait demandé à Shift, c'est un jeu de fans de la série, Ouais. fait pour des fans, mais pas que. Et pour aussi agrandir le cercle des fans. Ouais, bah, le système de jeu, il a l'air d'être très poussé. C'est un style qui est pas de niche, mais bon, c'est pas non plus le plus connu. Et si Alex a accroché alors qu'il connaît pas la série, en vrai, c'est plutôt plutôt bon signe. prometteur, Hein. Ouais, clairement. Bah, il y a un côté un peu à la Frostpunk qui est très désespérant, c'est-à-dire que tu peux pas vraiment gagner contre les Cylons, les robots du coup qui pourchassent l'humanité. Et le but du jeu en fait c'est de la fuite en avant. Tu passes ton temps à fuir et le but c'est d'amasser assez de ressources systématiquement en fait pour pouvoir fuir avant que les Cylons te rattrapent. Donc il y a un côté un peu désespérant entre guillemets dans le jeu au fait où t'as Tu l'impression en sais fait que tu vas y arriver. tu vas jamais t'en Tu vas sortir. jamais y Mais arriver. après, pour le coup, de ce que j'ai compris, c'est assez raccord en fait avec l'ambiance de la série en fait, où tu as l'impression que l'humanité a absolument aucune chance contre les robots. Et ils ont réussi à bien retranscrire le truc. Un autre jeu dont tu m'as parlé, toi, que tu attendais, Solasta 2. Alors, on sait qu'il arrive en early access. Tu parlais de jeux qui avaient des castings de fou. Là, c'est pareil, ils sont allés chercher pour Solasta que des acteurs
dont on a déjà entendu la voix, Ben Starr, qu'on avait vu évidemment dans Clair Obscur, Helen Thomas, Deborah Wilde, Amelia Tyler, des gens qu'on a déjà entendu. Baldur's Gate 3, donc vous ne les aurez pas. Qu'est-ce qui te tente dans ce Tactical Adventure? Eh bien, tout simplement, comme tu l'as dit, Baldur's Gate 3 est passé par là. Donc, alors, il faut savoir que le premier Solasta est sorti avant Baldur's Gate 3. Là, le 2 sort après. Donc, il y a quand même un avant et un après Baldur's Gate 3 dans le monde des CRPG. Donc, forcément, très curieux de voir. Comment on s'en sort? En fait, comment il s'en sort. Et puis aussi, forcément, il va être beaucoup plus scruté. Parce que vu que Baldur's Gate 3 a eu un engouement massif qui a largement dépassé ceux qui sont habitués à ce genre de jeu, il y a plein de nouveaux joueurs de CRPG qui vont forcément être curieux de voir ce que ça va donner. Et va y avoir forcément un public beaucoup plus important pour ce Solasta 2 qu'il y en avait pour le 1. Surtout que là, ils font, comme Baldur's Gate 3, le choix de partir en Early Access. Donc ça va jouer un rôle important. Au-delà du jeu, moi, c'est vraiment en fait l'engouement potentiel qu'il peut y avoir autour et la manière dont il va évoluer. Est-ce qu'il va réussir à devenir quelque chose d'aussi important que Baldur's Gate 3 ? Est-ce que le studio en a les moyens et les capacités ? 12 mars, l'accès anticipé, donc ça va venir assez vite. J'avais oublié de vous dire que Tides of Tomorrow arrive très vite aussi, 24 février. Non, il vient d'être repoussé. Ah non, encore? Ouais. Ah bah j'ai raté ça. Alors, mars ou avril. Ils l'ont non, mais oui, ils l'ont annoncé vraiment hier ou avant-hier. Ouais, c'est ça. Donc pour nous, oui, c'est ça. Oui, c'est vrai qu'il a été repoussé. Alors, j'ai plus la date exacte, mais c'est ça, t'as raison. C'était fin février, c'est mars maintenant. T'as raison. Toutes mes confuses. Autre jeu qui va parler aussi, on a Résonance, qui est un épisode qui suit la lignée A Plague Tale, pour tous ceux qui ont fait A Plague Tale Requiem et A Plague Tale, j'ai oublié le nom de l'autre, mais voilà, c'est dans la même vibe médiévale, mais là on part sur un autre personnage. Ce sera Sophia, donc qu'on avait un peu aperçu dans Requiem. Ouais, qui arrivait dans le dernier acte. Ouais, voilà, qui arrivait un peu, on ne spoil pas, mais qui arrivait à la fin, qui là va être au centre, mais alors d'un jeu, comment dire, qui se passe entre l'époque médiévale et une espèce de virée sur une île, l'île du Minotaure. Donc là, on parle quand même dans un autre délire. Ça donne envie, hein. Et donc, cette fameuse résonance, je vous laisse deviner avec quelle créature mythique elle risque de la voir, évidemment. Et ça, c'est tout l'histoire du jeu. J'avoue que moi, les images m'ont donné envie. On part sur quelque chose qui est autre chose, qui est complètement différent. Elle a l'air d'être un peu plus, je vais pas dire dégourdie, mais plus agile que Amicia et Hugo. Mais alors, j'ai rien compris. Ça a le mérite d'être clair et honnête. Non, mais j'ai pas tout compris. J'ai l'impression que ça part dans tous les sens. Au fait, moi, le problème que je trouve à ce spin-off, c'est que j'ai l'impression, en tout cas du peu qu'on en a vu pour le moment, parce qu'on en a vu très peu, c'est qu'il n'y a pas l'air d'y avoir tant de liens que ça avec Plague Tale. Non, c'est perso. C'est un spin-off, quoi. Ouais, mais j'ai vraiment l'impression en fait qu'ils profitent du nom de la licence et du rayonnement de la licence, mais qu'au final, le jeu n'a pas grand-chose à voir avec la licence. Forcément, on n'en sait pas grand-chose, donc si ça se trouve, il va y avoir des liens malins qui vont être faits scénaristiquement. Mais pour le moment, oui... disons que ça aurait pu être marketé en fait avec autre chose que Plague Tale et ça m'aurait pas étonné. Adibou, toi tu l'attends celui-là? Je l'attends, ouais, parce que Plague Tale c'était quand même une chouette expérience. Là, ça se passe, je crois, 15 ans avant, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc il y a ce micro-lien, on va dire, voilà, qui est pas forcément bien amené, en tout cas bien exploité sur ce qu'on a vu. Mais je laisse le bénéfice du doute en espérant pas être déçu, puisqu'effectivement, s'il y a vraiment aucune corrélation, ou alors le plot twist, tu sais, il sera à la fin du jeu et tu diras un peu comme dans Saw, tu sais, t'attends tout et c'est à la fin que tu dis, ouais, ce film est génial. Bon, voilà, si c'est pareil pour le jeu vidéo, j'avoue, je serais un peu déçu, mais ouais, c'est plutôt des titres cool. Et puis Tima Sobo est assez. Voilà, je fais carré confiance dans l'axe, à Sobo Studio pour faire quelque chose de bien, parce que j'aime beaucoup l'univers. Mais j'avoue que là, j'ai pas tout compris, donc j'ai besoin d'être un peu. Mais j'ai quand même envie d'y jouer. Il y a un jeu, toi, que tu attends, c'est Spellcaster Chronicles. Tout à fait, j'ai pu le tester. C'est un MOBA, c'est Quantic Dream qui fait ça et qui, du coup. Alors que nous, on attend leur Star Wars Eclipse. Ouais, alors je l'attends aussi. Mais il va sortir quand il sortira, le Star Wars Eclipse, alors que normalement, le Spellcaster Chronicles, il devrait sortir en 2026. C'est déjà une bêta fermée que j'ai pu tester justement début décembre et qui est un MOBA dans l'idée. Donc vous avez des lanes, donc des voix, des personnages avec des pouvoirs spécifiques. Et il faut aller détruire le Nexus de l'autre, le cristal de l'autre, enfin voilà, les bases de l'adversaire. Et c'est plutôt bien, c'est nerveux. Je pense qu'il y a une belle méta, donc une manière de jouer avec des héros plus forts, moins forts, etc., qui va se mettre en place au fur et à mesure. Mais il est cool parce que, en plus de ça, c'est toi qui vas gérer l'apparition de tes unités, c'est toi qui vas gérer l'apparition également de tes bâtiments. Alors que normalement, dans un MOBA, c'est tu sais où est la base, tu sais où sont les tours, et puis tu grindes au fur et à mesure, tu essayes d'accrocher au fur et à mesure que tu avances. Là, c'est pas le cas.
c'est toi qui vas décider de qui fait quoi à quel moment. Et rien que ce système-là, j'ai trouvé hyper malin, hyper chouette. Ça change de ce que fait Quantic Dream et c'est fait avec évidemment beaucoup de classe et beaucoup de professionnalisme. Hein. Le jeu, Ah, il est Quantic. beau, il joue bien. C'est du Quantic là-dessus. C'est du 5 contre 5 comme League of Alors, Legends. de mémoire, c'est du 4 contre 4. Si je dis... Non, du 3 contre 3, pardon. C'est du 3v3. Et évidemment, tu as les archétypes, le gars qui est plutôt là pour tanker, le magicien, le gars qui utilise les éléments, le nécromancien et tout. Donc ça permet d'avoir une petite variété assez sympathique. Et en plus de ça, comme c'est une bêta fermée, il n'y avait pas tout. Donc on imagine que ça va être de plus en plus fourni avec de plus en plus de personnages. Et c'était pour un premier galop d'essai, il y avait un goût de reviens-y. Donc ouais, je suis très très curieux de savoir comment ça va se dérouler encore. Et puis, il y a des cartes. Ça Il y a un suffit. petit, il y a Je un vais côté l'empêcher de parler de deck cartes. building. Et du coup, si deck building, on est là, quoi. Il n'y a pas de galère. Dernier jeu qu'on suivra aussi, parce que ça, j'étais très contente de voir le retour de Styx, Blades of Greed, par Cyanide Studio. Alors, j'ai pu y jouer longuement aussi fin d'année dernière. Vous savez, Styx, forcément, les gens qui ont déjà joué ont déjà vu sa tête de gobelin, pas hyper sexy, mais c'est le jeu d'infiltration et je l'ai trouvé plus moderne. Alors, le dernier est monté à 2017, hein, ça fait vieux aussi, je le reconnais. Mais moi, j'aime bien ce côté infiltration. Il y a un peu plus de pouvoir jouer avec le temps, remonter un petit peu, gérer ses déplacements. La première approche a été assez intéressante. Ils ont ajouté alors cette espèce de pouvoir du quartz qui permet de figer le temps, d'attaquer ses ennemis différemment. Il y a toute une... J'ai trouvé qu'on avait plus d'approches différentes par rapport à mes souvenirs de Styx dans un monde qui est beaucoup plus ouvert, alors qu'il va rappeler des souvenirs aux anciens parce qu'ils ont fait beaucoup de références visuelles, même si maintenant il a son aéronef et que son équipage et qu'il peut faire sa vie. On visite plusieurs mondes qui vont rappeler les villes, la factory... je vais retrouver le nom. L'usine. Enfin, il y a beaucoup de clins d'œil à des anciens univers des jeux précédents. Et ça, moi qui aimais bien Styx, je suis assez OK. C'est toujours le mood Metroidvania, mais en monde ouvert, on passe son temps à revenir au même endroit. Trouver des points d'accroche, des points d'approche aussi. À suivre. Moi, ça, j'ai bien aimé ce Styx Blades of Greed. Il est toujours méchant, il est toujours... il n'a pas changé, quoi. Non, Il il fait a pas. toujours des Il a mauvaises pas blagues aussi. il fait toujours des blagues nulles. Mais moi, j'ai beaucoup aimé. Et on évite toujours d'y aller franco de porc à l'attaque parce qu'on se fait démonter la tête. Donc voilà, c'est fini pour ce petit tour rapidouille des jeux français. J'en profite pour glisser une info sur un autre jeu qui n'arrive, qui n'est absolument pas français, mais moi j'aime beaucoup la licence, donc c'est mon côté perso qui a été annoncé hier pour nous et donc juste avant pour vous. C'est le retour de Life is Strange. Ah oui, yes. Réunion avec Chloé et Max, donc les deux héroïnes du tout premier, mais qui étaient signées Dontnod. Cette fois, c'est Deck9. Alors Deck9, pour ceux qui suivent la licence Life is Strange, c'est ceux qui faisaient un peu tous les pas de côté. Donc, qui avaient fait le préquel Before the Storm avec le personnage de Chloé, qui ont fait dernièrement Double Exposure avec le personnage de Max 10 ans après. Attention, beaucoup de spoil. Si vous n'avez pas fait Life is Strange le premier et vous n'avez pas fait Double Exposure, il y a beaucoup de spoil pour comprendre celui qui arrive, comment Chloé arrive à revenir. Là, certains vont comprendre pourquoi je dis ça. Je ne veux pas spoil le premier, mais il y a quand même un tour de passe-passe pour la faire revenir du premier au prochain. On va voir ce qui va. Bonne nouvelle, Max récupère son pouvoir de rembobinage du temps qui manquait dans le précédent. Moi, je n'avais pas été hyper emballée par le précédent qui était très beau, comme toujours chez Deck9. Mais la narration, faites un effort dessus. Ça arrive le 26 dommage mars. pour un jeu narratif. Mais ouais, mais c'est pas leur force, quoi. Moi, je trouve que c'était la force du jeu Dontnod, qui était certes peut-être un peu moins léché visuellement, mais qui était tellement plus poussé dans la narration. J'espère qu'on trouve deux personnages qui, pour moi, sont deux personnages importants dans l'histoire narrative du jeu vidéo, qui ont apporté beaucoup de choses. Voilà. J'espère que ça sera mieux que Double Exposure. Ouais, Double Exposure est un peu très bien fait, mais un peu plat. Donc voilà, Deck9, je compte sur vous pour que ce soit beaucoup mieux ce réunion. La pression de Melinda, ça, c'est pire qu'un crunch. Sur Life is Strange, je suis intraitable. Bon, je t'accorde un peu de temps, parce que je voudrais quand même qu'on fasse les jeux derrière pour me parler de tes foutues cartes. Je vais faire non, je rigole, très vite. Je rigole parce qu'à chaque fois, il me parle de ses cartes à collectionner. Oui. Beaucoup de Magic, beaucoup du reste. Mais on plaisante sur les cartes à collectionner. Le phénomène Pokémon TCG Pocket a remis sur le devant de la scène le jeu de cartes digital et ramené des gens qui n'avaient jamais fait les jeux de cartes physiques vers un espèce de mix où le jeu vidéo rencontre le format digital, rencontre les cartes. The floor is yours pour m'expliquer pourquoi ça fait des milliards de dollars
ce truc. Mais parce que c'est trop bien et on s'arrête là, voilà, tu veux que je te dise quoi? Non, mais effectivement, là, on va parler de jeux de cartes à collectionner, mais en version carton, en version papier. On va pas parler des jeux vidéo, on va pas parler de Pokémon Pocket TCG, ni de ce qu'on jouait par exemple dans Final Fantasy 8 ou 9 ou The Gwent, même si maintenant The Gwent, il y a une version papier, on peut y jouer avec ses amis à la maison sans avoir besoin de lancer The Witcher. On différencie bien, voilà, le côté carte à jouer, Exactement. Pokémon traditionnel qui existe depuis 30 ans, Exactement. qui a donné plein d'autres jeux, et les versions aujourd'hui modernisées sur mobile, Tout à fait. de gens qui passent des heures et des heures à ouvrir des boosters, comme Alex, que je balance. Exactement. Ta balance, ça t'a sous le grave. Balancé. Mais voilà, il y a quelque chose qui revient à la mode Ouais, qui revient très s'inspire fort. de l'univers du jeu vidéo. Exactement, on n'a pas hésité à passer sur certaines licences, et notamment vous êtes en train de voir derrière Mélinda, eh bien Cyberpunk, puisque Cyberpunk va avoir son TCG cartonné. On va pouvoir pousser le carton avec ses copains et ses copines dans l'univers de Liberty City, tout ça, avec des refs à Cyberpunk 2077 évidemment, et Edge Runners, donc l'animé qui est sorti sur Netflix, qui est une pépite, hein, tout simplement. On va avoir le droit aussi à Palworld, puisque tant qu'on est sur ce dossier de plagiat Nintendo de Pokémon Company versus Pocket Pair, donc Palworld, eh ben, autant qu'à faire un TCG. Vous connaissiez les cartes à jouer Pokémon, voici les cartes à jouer Palworld, bah voilà, qui vont pas du tout s'inspirer, on est bien d'accord. Absolument pas du tout. On voit les Pokémon, les pales, pardon, sur les cartes. Non, voilà, ça sera les avocats de Nintendo sont déjà en train de préparer leur dossier là. Ah, ils sont chauds, à mon avis, c'est une mécanique qui ressemble. Ils vont faire breveter à l'envers et il va y avoir encore une fois. Qui ressemble, non, tu te trompes, ils transposent les mécaniques de Palworld dans le jeu. Mais évidemment, et on a hâte de voir ça dans Palworld qui arrive justement, et je trouve ça très très chouette. On n'a que les visuels, on n'a pas les mécaniques de jeu. Pour Cyberpunk, on a un peu plus de news, notamment Max Hildan a fait une grosse interview avec les gens qui sont derrière Cyberpunk TCG. Je vous conseille d'aller voir l'interview de Max Hildan qui était là la semaine dernière. Donc ça, c'est grave chouette. Et enfin, on termine avec l'e-sport. L'e-sport qui vient. Alors là, tu m'as bluffé en m'annonçant quand même que 2 teams e-sport de pointe vont se mettre aux cartes à jouer. Totalement. Je ne parle pas de Vitality, mais je parle de Mate, donc la structure qui a été créée par Squeezie, Gotaga et Brooks, va sortir son jeu de cartes à collectionner au mois de mai-juin. Et puis, il y a la Carmine, qui elle est également une immense structure plutôt dirigée par Kameto, que l'on connaît également en tant que créateur de contenu. Eh bien, lui qui a déjà balancé des visuels, on peut déjà précommander ses displays, ses deckbox, ses boosters. Et on a déjà des gens hyper talentueux, genre Papayou, qui est vraiment un gars incroyable et qui a dessiné Kameto, le général. Et c'est sublimissime. Juste pour l'interrogation sur le gameplay, on n'a pas eu encore la Parce que c'est pas basé sur un jeu. Non, on est d'accord. Ils créent leur propre jeu avec leur propre licence. Palworld, je ne connais pas les mécaniques, je ne sais pas ce que ça va donner. Cyberpunk, on a vu plus ou moins, mais j'ai pas eu le temps de jouer. Mate et la Carmine, quand leur TCG va sortir, pareil, ça sera un nouveau jeu avec des nouvelles règles, une nouvelle façon de jouer. Et ça, je trouve ça incroyable. Il y a de cela quelques temps, on a eu League of Legends avec Riftbound qui est sorti sur TCG cette fois-ci physique, parce que Runeterra existait en digital. Le dérivé de League of Legends, ouais. Et du coup, voilà, c'est chaque année. Digimon, il est allé aussi. Digimon, il y est allé. Enfin, chaque année, il y a 1, 2, 3, 4, 5 nouveaux TCG qui arrivent. Et ce qui est rigolo, c'est de voir que on est sur des licences qui sont quand même très axées jeux vidéo ou e-sport. Donc, je ne sais pas ce que ça va valoir, mais j'ai très hâte en tout cas de les avoir entre les mains et de pouvoir y jouer. Comment t'expliques ce succès? C'est le côté, on peut streamer aussi beaucoup Genre, là en ce moment, c'est One Piece qui explose. Les scalpers de Pokémon sont aussi ou sont passés sur One Piece. Donc, il y a tous ces influenceurs qui mettent ça en avant pour la spéculation, pour l'argent. Mais je pense que le TCG, c'est pas forcément quelque chose qui doit coûter énormément d'argent et qui est déjà hyper rentable. Genre, je crois que là, la Carmine, qui est déjà en prévente, et déjà en mode, ouais, c'est bon, le projet, ça y est, vous l'avez remboursé, on a tout ce qu'il faut, merci à vous la team, ça fait plaisir. Donc, c'est juste que c'est pas si compliqué que ça. Si tu veux faire un jeu correct, c'est plus compliqué, mais si tu veux juste faire plaisir aux gens avec la collection, juste tu fais des beaux artworks et ça suffit. Tu vends ça à un prix pas trop excessif, entre 100 et 130 euros, les gens vont acheter. Attends, pas trop excessif? Ouais, clairement. Entre 100 et 130 euros, mais t'as quoi pour ce prix-là? T'as entre 24 et 30 boosters, je dirais 24 boosters, et la Carmine, c'est 24 boosters de 10 cartes. Donc t'as 240 cartes à l'intérieur, avec des raretés plus ou moins compliquées à avoir, etc. Et ça, c'est un prix assez classico-classique en vrai. On tourne entre ça, que ça soit Magic, Riftbound, Pokémon. C'est autour de ça. Après, si tu mets
en cause les scalpers, bon, ça peut monter à 150, Et tu peux 200, les, 300. et tu peux les revendre des centaines de milliers Bien, d'euros, on a alors déjà centaines de entendu. milliers d'euros, c'est rare, mais tu peux en vendre pour des dizaines, des centaines, voire des milliers d'euros selon la rareté de la carte. Ouais, ça dépend sur quoi tu tombes. Jamais Mais t'arriveras à me les convaincre. jeux Alex, de cartes e-sport, en vrai, est-ce que ça peut vraiment intéresser d'autres personnes, en fait, en dehors des fans de la Carmine, pour reprendre le Je le ne jeu de la pense café? pas, sauf si le TCG est vraiment bon. En fait, nous, en tant qu'épicuriens du carton, ce qui nous intéresse, c'est la qualité du jeu. Si le jeu est bon, alors ça peut intéresser. Si par contre, effectivement, c'est un TCG, on en parle un petit peu off, qui est là plus pour la collectionnite, gars, jamais je vais mettre 1 euro dans le jeu. Mais s'il est bon, claquez-nous 2 displays. Pourquoi pas, tu vois. jamais il n'arrivera à me convaincre. En fait, faut qu'on joue, Mélinda, faut qu'on joue, tu verras. Il est fou. Tu viens de pousser du carton? Faut que j'aille pousser du Exactement. carton. Mais bon, non, voilà. Mais on rigole, mais c'est un phénomène qui est extrêmement intéressant, qui brasse, on l'a dit, des milliards Ah ouais, de dollars et clairement, qui surtout est en très pleine clairement. croissance. Je me moque volontairement parce qu'il est là. Sinon, je ne le ferais pas. Je ne me Bah, permettrais pas. en vrai, Magic, ils surfent bien sur le truc avec leur Secret Lair et Bien leur. sûr. Ils ont fait des partenariats avec ouais. Assassin's Creed, ils ont fait des. Leur Avec, Anne, avec Marvel. Final Fantasy, je crois Final que c'est le Fantasy. plus, je crois que c'est le meilleur, au niveau rentabilité, je crois que c'est ce qu'ils ont fait de mieux, le Tout à Final fait. Fantasy. Tout à Mon fait. Dieu. Devant le Seigneur des Anneaux, et c'était pas gagné. Ils ont Ouais. explosé Mais le Seigneur moi, des Anneaux. j'étais hyper surpris. Je pensais que rien battrait le Seigneur des Bah, Anneaux. pareil. Et pourtant, Final Fantasy, Fantasy, plus comme que quoi. Ouais. Comme quoi. Bon, on va vous parler quand même de jeux qui coûtent moins cher. On a commencé, mais bon. Là, on a des recommandations pour vous. Eh bien, c'est la partie extrêmement rapide. À quoi on joue? Mais oui, on traîne, on traîne. Alors, petite info, on va passer très très vite dessus, je tenais à le préciser. On parlait de Final Fantasy. Final Fantasy VII Remake Intergrade délaisse enfin la PlayStation pour arriver sur Ça arrive. Xbox Series et, Switch 2 Mm. ce 22 janvier. Donc voilà, enfin d'autres joueurs vont pouvoir y passer. On a une interview sur le site BFM Tech de Naoki Hamaguchi qui justement nous raconte tout ça. Ça fait 20 ans qu'il bosse sur Final Fantasy, 10 ans qu'il planche sur toute la partie remake et renaissance de Final Fantasy VII. C'est une rencontre intéressante, vous pourrez aller lire ça sur BFM Tech. Et on va parler d'un jeu dont le nom m'a fait rigoler, mais j'en ai absolument pas entendu parler, c'est The Berlin Apartment. Qu'est-ce que tu es allé faire en Allemagne, Alex? Eh bien, The Berlin Apartment, c'est un petit jeu narratif qui nous fait voyager à travers le temps, mais en restant toujours dans le même appartement berlinois. Donc, on va vivre la vie au fait de ses habitants dans l'entre-deux-guerres, vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, au milieu de la guerre froide et au moment de la chute du mur. Donc, c'est vraiment un jeu qui s'adresse avant tout aux férus d'histoire. Et j'ai trouvé ça brillant parce que c'est la vie de différentes personnes à différentes époques et à chaque fois, il y a des narrations très différentes. Il y a des moments qui sont assez durs parce que l'entre-deux-guerres, c'est la montée du nazisme, l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Et dans cette section, on nous fait jouer un vieux monsieur juif qui est du coup obligé d'abandonner son appartement pour s'exiler dans un autre pays. Donc il y a des moments en fait qui sont vraiment coup de poing. Et j'ai trouvé ça très intéressant, ça se fait très vite, c'est 4-5 heures. Et j'ai trouvé ça très très touchant. Et à faire de préférence en allemand sous-titré français pour plus d'immersion. Immersion. Ouais, Je vais rien je ne comprends pas un mot d'allemand, mais j'ai trouvé ça très cool. Écoute, j'avais pas du tout entendu parler de ce jeu, j'étais complètement Elle a passée l'air à d'être dingue, côté. C'est sorti un peu Fin de d'année dernière, confidentiel, ouais. en novembre dernier. Et je l'ai fait là pendant les vacances de Noël et c'était très agréable. Merci pour la découverte. Je pense qu'on va pas se poiler, mais j'aime bien la DA et j'ai bien aimé ce que j'en ai vu là de ce qui en ressortait. Mm. Adi, je te donne 2 secondes pour essayer de convaincre les gens comme moi de jouer à Hades 2. Hades 2 est mieux qu'Hades 1, alors qu'Hades 1 est quasi parfait. Je peux pas vous dire plus en aussi peu de temps, genre. Qu'est-ce qui marque? Alors, je veux que tu C'est une m'expliques dinguerie. ce Je jeu comprends pas Hades comment c'est 2, possible. ce jeu de Super Giant Games. Pourquoi tout le monde l'attendait et pourquoi il est si bien au final? En vrai, le 1 est déjà sublimissime et le 2 reprend les mêmes bases, mais en mieux. C'est ça que je comprends pas. Comment c'est possible de faire mieux qu'un truc qui est déjà quasiment parfait? Le système de graines, donc d'évolution, est plus malin. La narration, je trouve qu'elle est encore mieux impliquée. À chaque fois que tu termines une run, donc à chaque fois que tu arrives au bout d'une aventure, que tu meurs ou que tu arrives vraiment à tuer le boss final, tu as toujours un truc qui se passe, tu as toujours un craft à faire, comment ça s'appelle, une arme à façonner, une recette à créer, un nouveau personnage qui arrive. Et c'est ça tout le temps. Et je suis à ma 20e heure et à chaque fois que je termine une run, il y a toujours un truc. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et puis, ils ont tout refaçonné. Tous les dieux de l'Olympe ont une nouvelle DA. Et vraiment, il
Il y en a, ils sont tellement. Aphrodite, Dionysos, il est dingue. Dionysos, c'est un malade. Bref, non, vraiment, c'est fou de voir à quel point ils ont réussi à faire mieux. Et puis, il y a un lien entre Mélinoé, donc, qui est la sœur de Zagreus, et en fait, ils vont se parler un moment, et c'est tellement smart. En fait, ils ont réussi à faire mieux que le premier. C'est vraiment, si en un mot, je dois tout résumer, si vous avez fait le premier, il est encore mieux. Et ça, c'est inconcevable. Qu'une suite soit autant meilleure que l'original, ça n'a aucun sens pour moi. J'y croyais absolument pas. J'y ai joué et franchement, je suis obligé de déposer les armes. Ce jeu est incroyable. Il est magnifique. Je trouve ça génial à quel point les gens qui sont sur Hades 2, il y a quand même eu beaucoup de bons jeux l'année dernière, restent dessus et sont enthousiastes à ce De fou. Il point-là. y a plein de trucs à faire, même après le générique de fin, tu as encore des trucs à faire Ça scénaristiquement arrête jamais. qui sont très cool. C'est une addiction genre qui est bonne, c'est pas genre t'as tout et après t'es oh là là, je suis perdu, j'ai trop à faire, tu vois. Non, là c'est hop, t'as une petite goutte, puis une autre petite goutte et puis t'avances comme ça au fur et à mesure sur ce chemin qui est pavé en fait rien que pour toi et on t'aide de temps en temps. Enfin, t'es jamais perdu, c'est toujours smart, t'as toujours des belles révélations, des nouveaux personnages, des surprises qui sont si bien implantées et puis encore une fois, il y a la qualité des graphismes, du gameplay, de la musique, enfin, c'est trop fort. Ils sont trop La forts. musique est excellente. Ils sont Moi, trop j'ai un forts. peu joué à Hades, mais j'ai surtout beaucoup écouté la musique. Même chose. J'aime beaucoup la musique. Bis repetita sur la qualité de tout ça, c'est une dinguerie. Donc, pas juger à sa juste valeur, selon toi, l'année dernière. Ouais, je pense que ça mérite encore plus et que ça aurait pu choper des titres supplémentaires, clairement. Bah voilà, il fallait sortir en 2026. Non, c'est pas vrai, c'est pas une bonne année. Non, GTA arrive. On est largement arrivé au bout de cette émission. Encore. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup Mélinda, merci Alex. Alex, on te retrouve sur Gamecult. Et Toujours. vous pouvez aller lire aussi sa sélection de jeux français. Hein, on s'est inspiré mutuellement avec Exactement. Alex sur ou jouer à The Berlin Apartment dans un autre délire. Chacun son ambiance. Adibou, on te retrouve où? Alors, pour la partie jeux vidéo, Twitch, Adibou, ADYBOO. Et pour les mangeurs de carton, c'est sur Instagram et c'est Mister Adibou. Voilà, exactement. Pour les mangeurs de carton, ça va rester ça. En tout cas, merci à vous toutes et à vous tous d'avoir suivi ce nouveau numéro de Multijoueur. On espère vous avoir ajouté beaucoup de titres sur votre liste pour 2026, qui va être très très vite remplie. La semaine prochaine, eh bien, on parlera de la première grosse sortie de l'année, c'est-à-dire Resident Evil Requiem, qui arrive déjà. Vous pouvez retrouver cette émission en multidiffusion sur la chaîne Tech & Co, sur le site BFM Tech, et oui, ça a changé de nom, sur la plateforme RMC BFM Play et en podcast absolument partout. Et puis donc, eh bien, on se dit à la semaine prochaine pour se faire un petit peu peur avec des spécialistes de la peur. Vous allez voir. Allez, jouez bien et à très vite.